Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Chemin de guérison sur Agua de Luz. Et je vous partage des récits intimes de femmes inspirantes qui ont osé se rencontrer pleinement. Que ce soit à travers une maladie ou des expériences bouleversantes, la guérison, elle s'invite souvent sur plusieurs plans et notamment celui de l'âme. Donc guérir, c'est avant tout pour moi, en tout cas, un acte de transformation. Et pour ça, j'ai pensé à Irina, cette fois-ci, en tant qu'invitée. Parce que déjà, je l'ai présentée précédemment sur mes réseaux sociaux parce qu'elle m'accompagne sur mon propre chemin de guérison, à travers des séances de Reiki notamment. Mais derrière la thérapeute, il y a surtout une femme qui a elle-même cheminé sur tous les plans pour pouvoir guérir les autres et accompagner, ou en tout cas aider les autres sur leur chemin de guérison. Donc bonjour Irina, je suis super heureuse de te recevoir. Bonjour Clara, merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous apporter une précision sur ce qui va suivre. Au nom d'Irina et de moi-même, c'est une réflexion qu'on a partagée ensemble. Dans la conversation qui suit, on va beaucoup utiliser les mots femme et féminin. Ces termes proviennent du récit personnel d'Irina, mais aussi d'une approche symbolique où l'endométriose est souvent perçue comme une maladie en lien avec le féminin au sens symbolique, archétypal, énergétique. On pourrait aussi parler par exemple d'énergie yin. Nous tenons toutefois à préciser que ce langage ne cherche pas à enfermer ni exclure. Quand nous parlons de femmes ou de féminin, nous souhaitons inclure aussi toutes les personnes qui portent un utérus ou vivent ces réalités gynécologiques, qu'elles s'identifient comme des femmes, des hommes, des personnes non binaires. Notre intention, c'est que chacun puisse se sentir reconnu et accueilli dans ce partage. Je t'ai présenté avec mes mots, très brièvement, mais est-ce que tu as envie de te présenter avec les tiens? Avec plaisir. Donc oui, donc merci pour d'avoir pensé à moi pour cette thématique-là qui me tient particulièrement à cœur. Donc moi, je m'appelle Irina. Avant tout, je me décrirais comme quelqu'un qui suis passionnée de tout ce qui l'entoure. En fait, à commencer par les autres êtres humains, les êtres vivants, la nature en général, et, euh, et même bien au-delà, le cosmos, etc. Ce qui fait que comme je suis une très grande curieuse, j'ai commencé à faire une formation. Enfin, j'ai commencé par une formation de physicienne. Donc, j'ai fait des études de physique pour un peu étancher ma soif de connaissances. Et les sujets qui me passionnaient le plus, c'était vraiment tout ce qui était physique quantique, relativité. Enfin voilà, d'où cet intérêt pour même le cosmos euh, en général. Et puis voilà, en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour être une scientifique pure et dure, même si j'ai été passionnée par ces sujets-là. Et sur mon chemin, j'ai rencontré des épreuves, donc notamment l'endométriose, donc une maladie chronique, puis la dépression aussi. Et, et tout ça et toutes ces expériences, et en sortant forte de ces expériences, en fait, ça m'a permis de vraiment sentir l'appel de après avoir guéri et transmuté tout ça, d'accompagner les autres, de mettre mes expériences au service des gens qui m'entourent et des personnes que je peux accompagner. Voilà, donc c'est pour cette raison que donc j'accompagne les personnes sur des problématiques qui peuvent être purement physiques. Donc c'est vraiment très variable le profil de personnes que je vais avoir en accompagnement. Il peut y avoir, ça peut être voilà des problématiques chroniques, des maux de tête, euh, quoi d'autre, problèmes de digestion et des insomnies, des choses comme ça, problèmes de peau. Et ça peut aussi après être des problématiques plutôt émotionnelles. Et parfois les deux se mélangent en fait. Euh, Souvent d'ailleurs, pour moi, à l'origine d'une problématique physique, en général, on a des problématiques émotionnelles. Donc voilà, ça peut pareil, les problématiques émotionnelles, ça peut varier de personnes qui ont un manque de confiance en elles, qui osent pas prendre la parole en public, ou alors qui ont une gestion des émotions qui peut être compliquée, par exemple une colère qui peut soit être complètement refoulée et pas ressentie, ou alors qui peut être complètement explosive. Voilà, là j'ai cité que la colère, mais ça peut être pour n'importe quelle émotion. Et donc pour accompagner ces personnes-là, j'ai des outils, principalement un qui est le Reiki.
Mais c'est 2 types différents de Reiki. Donc il y a le Reiki Usui, qui est le Reiki traditionnel japonais, et un autre type de Reiki qui s'appelle le Reiki arc-en-ciel, qui vient complémenter le premier en fait, et qui pour moi mène plus loin encore. Juste en 2 mots, en fait, le Reiki, c'est une méthode énergétique qui permet vraiment de stimuler les capacités d'auto-guérison du corps. Je pense que les personnes qui écoutent ton podcast connaissent un peu le Reiki, du coup. Ouais, j'en ai déjà parlé. Ouais, je crois que j'avais écouté tes podcasts que tu avais fait sur le Reiki, justement. Donc c'est un sujet qui nous concerne toutes les deux. Mais voilà, et puis au-delà de ça, j'enseigne aussi ces outils du Reiki traditionnel, Usui, et du Reiki arc-en-ciel. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'enseigner ces outils-là parce que déjà, ça a changé ma vie, et on peut les utiliser autant pour soi-même que pour les autres. Donc ça, dans les stages, il y a toutes sortes de personnes qui viennent, que ce soit des personnes qui ont juste envie de découvrir une pratique énergétique, ou qui ont envie de travailler juste sur elles-mêmes, qui ont envie de l'utiliser pour leurs proches, leurs plantes, leur animal de compagnie, peu importe, ou alors carrément pour en faire un métier, parce que je forme aussi des personnes à faire un métier. Voilà, quelques mots sur moi. Sinon, je crée aussi des bijoux. J'ai une marque de mala qui s'appelle Inaya Mala. Donc je crée des bijoux sacrés avec des pierres éthiques. Et après, voilà, je suis de plus en plus en contact avec ma créativité. On va peut-être en reparler dans le podcast. Mais du coup, par la création de bijoux, notamment, c'est une des facettes que j'ai pour exprimer ma créativité. Mais il y a aussi, depuis pas si longtemps que ça, je me suis mise à la guitare, au chant, etc. C'est vraiment quelque chose qui me porte, la musique, l'art en général. Voilà. Voilà pour une petite présentation sur moi. Eh ben merci, c'était super complet et j'ai adoré parce que tu as montré plusieurs de tes facettes finalement et t'as bien résumé le côté effectivement tu contiens tout à ce côté scientifique, pragmatique et que j'aime beaucoup aussi moi qui me rassure en fait parce que ça apporte un cadre. En tout cas là c'est en tant que accompagnée que je m'exprime. Et à la fois, tu as aussi cette partie holistique, énergétique, on va dire, qui complète vraiment parfaitement la dimension scientifique et qui fait qu'on peut naviguer de façon assez profonde, sans être perdu. T'es finalement la sirène qui vient nous guider avec le plan, qui connaît bien l'océan. Et ça permet de pas rester coincé dans quelque chose de très éthéré et de revenir sur Terre en fait après. Et surtout, je trouve que tu apportes beaucoup de compréhension justement sur les mots. Que ce soit, tu l'as dit, tu l'as exprimé, l'émotionnel en général, enfin les maladies, les mots physiques, il y a souvent une racine émotionnelle. Et je trouve que t'es super forte, en tout cas pour décrypter ça. T'es un peu une enquêtrice des maladies, des mots, en tout cas, je trouve. Et du coup, t'as bien résumé. Et en plus, t'as ajouté la touche créative que t'exprimes à travers les malas, du coup, les bijoux sacrés. Et c'est un peu la fusion de ton art, finalement, de tous tes arts. Et aussi la musique qui t'a apporté. De toute façon, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler en fonction de ton cheminement, parce que j'ose imaginer que ce qui t'a ouvert ta créativité, ça a été aussi un cheminement dans ton parcours de guérison. Donc, donc si tu m'autorises, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avec plaisir. On va plonger ensemble, on surfe sur la vague tranquillement, puis là on va plonger un peu plus sur une première vague un peu plus profonde, c'est-à-dire que je vais commencer par ouvrir l'espace avec cette question, c'est-à-dire que quand t'entends le mot guérison, qu'est-ce que ça évoque en toi? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite? Alors, le mot guérison, ça m'évoque plein de choses en même temps. Ça m'évoque l'idée d'un cheminement, d'un chemin qui, pour moi, ce chemin, c'est une forme de retour, en fait, à quelque chose, peut-être à des parties de nous qui, peut-être à la partie de nous avant qu'elle soit blessée, avant qu'elle soit conditionnée par la société. On pourrait parler de retour à notre essence, finalement, à qui on
qui en a été. Et ça nous permet d'aller retoucher justement cette joie de l'enfant qui voilà qui est heureux, qui chante justement, qui rigole, parce que vraiment le chant, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension de tous les enfants chantent en fait, c'est finalement avec l'âge. Et après on se bride, on dit ah non mais j'ai pas une jolie voix, etc. Les enfants juste ils chantent sans se poser cette question, quoi. Donc il y a vraiment ce côté de retrouver cette innocence, cette créativité dans la guérison, et de se reconnecter à son enfant intérieur. Et il y a un autre aspect qui m'est venu quand on a démarré cette conversation, c'était l'aspect de la transformation. Je crois que c'est un mot que tu as évoqué. Donc vraiment, pour le coup, je le vois un petit peu comme cette comment il s'appelle, cet art japonais, je crois qu'il s'appelle le kintsugi, si je me trompe pas. Je connais pas. C'est un art japonais, donc encore une fois on est dans la thématique du Japon, qui fait que en fait quand tu casses un objet, par exemple une assiette ou ce soit, tu viens le réparer, mais non pas le réparer juste avec de la colle, etc., mais en mettant des paillettes d'or. Donc en fait, ce qui fait que l'objet qui a été cassé, qui a été réparé, il est encore plus beau que s'il n'avait pas été cassé. Oui, je connais finalement, mais j'avais pas le nom, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette métaphore, du coup. Ouais, c'est une très belle métaphore qui permet de voir que, ok, les chocs et les épreuves laissent des traces, mais ces traces-là, on peut choisir de mettre de l'or dessus, dans un processus un peu alchimique, vraiment réenchanter, transmuter en fait, transmuter nos blessures. Évidemment, si on fait pas cette action, si on recolle juste les morceaux, là effectivement, pour moi le vase ou l'assiette, elle est plus abîmée qu'elle ne l'était avant d'être cassée. Donc c'est vraiment cet acte conscient de se dire ok, je vais venir transmuter mes blessures. C'est pas juste j'ai vécu des choses terribles, ça fait de moi quelqu'un de fort. Non, ça laisse forcément des séquelles, et il y a forcément une fragilité quelque part. Bien sûr. Et merci d'en parler, parce que c'est vrai que cet aspect où ce qui ne te tue pas rend plus fort, bah je suis pas toujours d'accord, parce que non, ce qui ne te tue pas te brise parfois. Mais c'est vrai que le processus alchimique me parle beaucoup dans la guérison, parce que finalement c'est de l'alchimie interne. Et donc merci pour cette métaphore, parce qu'elle est puissante. Est-ce que tu vas ajouter autre chose sur ce que la guérison t'évoque? Je pourrais aller dans plein de directions possibles. Parce qu'il y a la guérison moi je la vois d'un point de vue holistique. Ça c'est mon approche en fait qui est holistique. Donc holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui prend l'être humain dans sa globalité, qui considère l'être humain, pas seulement l'être humain, n'importe quel être vivant dans sa globalité. Et dans sa globalité, c'est quoi? C'est ok, on est fait de matière, on a un corps physique, mais on n'est pas que ça. Et peut-être à la différence de la médecine allopathique qui va plus traiter le côté physique d'une problématique physique. Là, même si la personne a une problématique purement physique, en tout cas purement de l'extérieur, moi je vais aller le voir avec mon prisme holistique, donc qui comprend aussi le mental, les émotions, émotionnelles et spirituelles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me penche sur quelles sont les émotions, par exemple, qui se sont engrammées dans le corps et qui auraient pu ensuite, à force d'être non digérées, de stagner quelque part, de s'imprimer quelque part sur le corps, vont amener à un déséquilibre physique et potentiellement à une maladie, une douleur, etc. Après aussi, on a l'aspect mental qui est très important. En fait, l'aspect mental, ça va être plus, ça fait partie de ce qu'on va appeler le psychologique, en fait. Le psychologique, ça va être mental et émotionnel. Donc, qu'est-ce que je nourris comme pensée? Enfin voilà, ça peut être à propos de moi, à propos de ce qui m'entoure.
Et puis l'aspect spirituel, c'est qu'est-ce que cette problématique que je vis aujourd'hui, cette épreuve, cette maladie, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter avec un recul qui est presque plus de l'ordre de cette vie, mais quand même si. C'est-à-dire que s'il nous arrive quelque chose, je prends un exemple, il m'est arrivé quelque chose il y a 2 ans et sur le coup, j'ai le nez dans la problématique, mais 2 ans après, je me dis: «Ah, en fait, cette épreuve qui m'est arrivée, finalement, si elle était pas arrivée, j'aurais pas pu faire ci, j'aurais pas pu faire ça». Mais là, avec le recul, je me rends compte que et en fait, c'est un peu plus ça la dimension spirituelle, c'est qu'est-ce que ça vient apporter sur un point de vue beaucoup plus large, Mmh. Mmh. qui parfois dépasse le plan, de matériel. Mmh. Ouais, complètement et puis je vois vraiment la vision, beaucoup plus globale effectivement, élevée, mais elle intervient, quelques temps après, bah, là pour le coup 2 ans, où tu comprends enfin ce que ça t'a apporté et c'est là où la dimension spirituelle prend tout son sens et le cheminement, tu vois? On a parlé beaucoup de cheminement, comme quoi la guérison c'est un cheminement et là ça prend son sens aussi pour le coup. Donc je trouve que tu as bien résumé l'aspect holistique aussi, la guérison finalement sur, plusieurs plans, plusieurs dimensions et est-ce que tu te rappelles de enfin, comment il a commencé ce chemin de guérison pour toi? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a amené sur ce chemin? Est-ce que c'était déjà conscient ou ça s'est imposé? J'ai pas toujours eu conscience qu'il était possible de guérir, en tout cas d'un point de vue, conscient, mais j'ai toujours eu un espoir. En fait, c'est depuis que je suis enfant, j'ai du mal à me rappeler d'un moment où j'étais vraiment, complètement heureuse. Donc ça remonte vraiment à l'enfance de problématiques assez lourdes. J'ai J'avais plein de problématiques aussi, physiques, mais je banalisais comme beaucoup de personnes, hein. Dans une société, on peut banaliser, ce qui est, problème de digestion, petite migraine de temps en temps et cetera, alors qu'en fait, c'est des symptômes. Moi, maintenant, comment je le vois, c'est que ce sont des signes que notre corps a de nous dire: «Il y a quelque chose qui va pas» et et moi, depuis que je suis enfant, j'avais plein de problématiques, mais je me disais pas: «Je suis malade». Mmh. Parce qu'il y avait pas eu, un diagnostic de posé ou quoi que ce soit. Donc j'étais une enfant très fragile, j'étais très migraineuse, j'avais, un système immunitaire très faible, je tombais très souvent malade, parfois même toutes les 2-3 semaines, c'était vraiment compliqué. Quand mes règles, ont démarré, j'ai eu des règles, douloureuses vraiment quasiment dès le départ. Mais pareil, c'était banalisé aussi ce sujet-là parce Mmh. que ma mère me disait: «Mais c'est normal d'avoir mal pendant ses règles», parce qu'elle-même Mmh. avait très mal pendant ses règles. Donc pour elle, c'était normal de devoir prendre des médicaments, des antidouleurs quand on a mal pendant les règles. Donc et puis, il y avait aussi le côté, dépression que j'ai pu mettre des mots dessus vraiment plus tard, heu, ne serait-ce que quand j'avais découvert un journal intime de quand j'avais 10 ans, où j'avais lu, Mmh. que dedans je je ne voulais plus vivre Mmh. et pourtant j'avais l'impression que mes problèmes avaient commencé après. Et c'est en fait qu'avec le OK. recul et en lisant que je me rends compte que la dépression c'était juste, la trame de fond de comment je me sentais depuis, peut-être, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Mmh. Donc je l'avais normalisé. Donc pour moi, il y avait pas vraiment un appel à la guérison. À ce moment-là, parce que je ne savais pas que j'étais malade et finalement, la guérison et c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elle commence déjà par, l'acceptation du fait qu'on est malade, de reconnaître ça, en tout cas. Mmh. Bien sûr. Et là, j'étais même pas encore dans la compréhension qu'il y avait, Mmh. des dysfonctionnements. J'étais juste, voilà, avec des œillères et la tête dans mes problèmes et j'avais pas Mmh. pris de hauteur ou en tout cas, j'étais trop jeune aussi Bien sûr. pour comprendre tout ça. Et puis après, il y a eu un événement, dans mon enfance qui a été très, très marquant et ça a été le décès de mon père quand j'avais 12 ans.
Et à partir de là, ça a vraiment été un, un cataclysme. En fait, déjà qu'il y avait un terrain fragile, très fragile, parce que j'ai grandi dans un foyer qui était extrêmement violent par mon père. Et, et donc ce décès-là a laissé un peu une plaie béante en moi. Et oui, je sais même pas si j'avais un désir d'aller mieux. Parce qu'en fait, mon seul désir, c'était de plus être là, en fait. C'était surtout ça. Mais après, je continuais à vivre un petit peu par défaut, quoi, jusqu'à ce que en fait, parce que finalement, je pense qu'en moi, il y avait quand même cet élan vital qui me maintenait là, qui me maintenait en vie, qui me faisait espérer qu'il existait quelque chose de meilleur dans cette vie, que je pourrais un jour peut-être être heureuse. Et donc, je continue à m'accrocher. Ça me parle beaucoup ce que tu racontes et c'est très touchant parce que finalement on n'a pas conscience finalement qu'il faut guérir, surtout quand on est une enfant. Mais le cheminement, il a déjà commencé. C'est juste que entre le cheminement et la conscientisation, c'est encore différent. Finalement, la conscientisation, elle arrive après. Et oui, je pense dans notre société, on minimise beaucoup de choses et il y a quelques années en arrière, on minimisait encore plus. Mais effectivement, t'étais une enfant, donc c'est normal de pas avoir eu cette conscientisation. Mais tu vois, tu parles d'espoir et ça, je trouve ça magnifique parce que finalement, et c'est pareil, comme ça me parle beaucoup, je me souviens aussi de ce fameux espoir, cet élan vital, tu vois, quelque chose je sais pas d'où ça part, mais je pense que ça part de l'essence, pour le coup, de l'âme ou de quelque chose, en tout cas un souvenir, peut-être aussi, un souvenir de la joie et qu'une autre réalité est possible finalement, que même quand on a connu qu'une réalité qui est comme ça, bah finalement il y a toujours ce souvenir latent qui nous pousse à grandir et à vivre. Et maintenant que tu mets le doigt dessus, parce que tu as dit le mot foi, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le terme. J'avais vraiment la foi qu'il existait autre chose. J'avais une foi en la vie malgré un environnement hostile pour moi, en tout cas avec ma sensibilité à moi, hein, bien sûr, parce qu'en fait, on réagit chacun différemment à un même environnement. Mais donc voilà, c'était propre à comment moi je l'avais vécu. Et comment moi je l'avais vécu, c'était vraiment très hostile. Donc oui, j'ai gardé en fait finalement toujours cet espoir, cette foi qui m'a maintenue. Ouais. Et, et après, là où le mot guérison, je pense, est vraiment intervenu, c'est quand quand j'ai eu un diagnostic posé d'endométriose quand j'avais 23 ans. Donc c'était il y a 9 ans. Et là, bah, ça a vraiment permis de poser des mots sur mes mots. Et parce que bon, l'endométriose, je rappelle peut-être rapidement, mais c'est le fait qu'il y ait des cellules qui tapissent le col de l'utérus, donc l'endomètre, qui migrent à l'extérieur de l'utérus. Et ça occasionne tout un tas de problématiques qui se logent pas forcément juste à ce niveau-là gynécologique. C'est aussi en lien avec un système immunitaire très faible, un système digestif problématique. Enfin voilà, il y a c'est vraiment une maladie à la fois plurifactorielle et puis qui touche plein de sphères différentes, qui touchent pas juste la sphère gynécologique. Donc ça permettait vraiment de comprendre pourquoi j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps voilà, avec peu d'énergie, tout le temps malade. Donc ça m'a vraiment éclairée. Et puis bon, pour les règles aussi, pour les règles douloureuses, là c'est venu forcément le diagnostic il a été posé parce que j'étais à un point tellement de souffrance tellement important parce que j'avais des douleurs même hors règles en fait. Ça venait à ce stade-là. Et bon à force d'aller à l'hôpital pour cette problématique, voilà finalement le diagnostic a été posé. Donc ça
ça a vraiment pu, ça a vraiment été mon déclic en fait pour me dire ok, maintenant, il faut vraiment que je cherche activement la guérison. Je me souviens taper sur Google tout le temps endométriose guérison. En fait, les médecins disaient c'est pas une maladie qu'on peut guérir parce que c'est une maladie chronique. Mais moi, je cherchais à savoir vraiment quels sont les cas de guérison. Et là, j'ai vraiment été la actrice de ma santé, de ma guérison justement, en me disant je vais aller la chercher cette guérison. J'aime beaucoup ça parce que ça rappelle justement la petite fille que tu étais, qui avait encore une fois le souvenir qu'une autre réalité était possible, en tout cas la conviction, la foi, on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai que quelque chose qui vibre tellement fort que on est convaincu et ça donne cet élan vital pour aller de l'avant. Finalement, encore une fois, cheminer, c'est aussi aller de l'avant et pas rester bloqué, finalement englué. Et sur l'endométriose, est-ce que ça a été difficile pour toi d'être diagnostiquée ou pas? Et comment tu t'es sentie? Enfin, est-ce que oui, ça a été un révélateur pour moi par rapport à ce que tu me dis, ce diagnostic, mais est-ce que ça a été dur en fait de te faire diagnostiquer ou pas? Oui et non, dans le sens où comme je disais un petit peu avant, ça a été une libération. Ça a permis de comprendre pourquoi j'avais ces symptômes. Donc ça a vraiment été un soulagement de se dire ouf, enfin, je suis pas folle, c'est pas dans ma tête. J'ai vraiment une vraie problématique physique, mais il y a eu l'après qui a été ok. Donc maintenant, je cherche des solutions, j'enquête sur ces solutions. Mais finalement, le diagnostic a créé un stress sur mon corps qui a été tel que j'avais un kyste à l'ovaire gauche d'un centimètre, qui faisait 1 centimètre quand j'ai eu mon diagnostic de posé. C'était le plus gros. J'en avais d'autres à droite. Et en l'espace de 7 mois, donc c'est-à-dire pendant toute ma vie, pendant 23 ans, j'ai eu un kyste d'1 centimètre. Et en l'espace de 7 mois, ce kyste, il a pris 5 centimètres de plus, donc il était à 6 centimètres. Ok. Ce qui fait que je me suis beaucoup posé la question de comment c'était possible qu'il ait autant grossi aussi rapidement. La seule chose qui avait changé dans ma vie de majeur, c'était ce diagnostic-là. Donc je me suis demandé si c'était pas justement la pression que ça avait pu causer sur moi de me dire ok, c'est quand même une maladie qui amène des problèmes de fertilité. Moi, on m'avait dit à 28 ans, il faut que vous ayez des enfants maximum. Enfin, voilà, il y a toute une pression finalement du corps médical de se dire ok, je vais peut-être devoir reprendre des traitements médicamenteux, à savoir notamment la pilule en continu que je voulais absolument pas prendre. Donc il y avait toute cette pression de voilà, comment ça va se passer derrière. Donc je pense que c'était un petit peu une double comment dire, c'était à la fois une bénédiction et à la fois un fardeau qui a été lourd à porter, mais ça a été un tremplin. Dans tous les cas, ça a été un tremplin parce que ça m'a permis de d'aller de l'avant et de vraiment aller chercher ces mécanismes de guérison. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, ce diagnostic. Franchement, ça me parle beaucoup à nouveau. Effectivement, finalement la libération, parce que déjà quand justement je te demandais aussi si ça avait été dur de te faire diagnostiquer, est-ce que les médecins t'ont cru? Et c'est moi, ça a été un peu la libération vis-à-vis de ça, parce que pendant 2 ans, les médecins m'ont pas cru, et ça a été assez difficile. Et finalement, donc une libération et à la fois un choc et beaucoup d'émotions qui se mélangent oui, déjà là, je me suis fait confiance, que je me suis dit, je savais que j'en avais une, même si on me croyait pas, je savais au plus profondément et ça m'a permis de me faire confiance, mais à la fois un peu abattue aussi et en colère du coup par rapport à ce corps médical qui ne m'a pas cru et du coup ça a fait traîner les choses et et à la fois effectivement la peur que ça dégénère parce que voilà, t'as très bien dit ce que ça impliquait, donc j'ai trouvé ça super pertinent ce que tu disais parce que je pense que ça doit parler à beaucoup de femmes à l'annonce d'une maladie quelle qu'elle soit et je crois que j'avais déjà entendu des témoignages sur le cancer ou comme quoi dès qu'il est diagnostiqué ça s'enflamme un petit peu ou même sur un déni de grossesse si
on met ça sur un déni de grossesse, par exemple, on voit que le bidon, il sort très vite dès lors qu'on conscientise. Donc finalement, je vois effectivement l'aspect bénédiction, un tremplin, mais à la fois c'est une tempête. Et d'ailleurs, ta question, on pourrait en fait, je l'ai prise d'un sens, mais j'aurais pu l'entendre d'un autre sens aussi. Quand tu dis, est-ce que ça a été difficile de ce diagnostic? Ouais. Est-ce que ça a été dur pour toi de te faire diagnostiquer, ouais. Parce que oui, j'ai pas répondu à cet aspect dans le sens où est-ce que ça a pris du temps, est-ce que oui, effectivement, je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est aussi un sujet intéressant. Les deux étaient pertinents. Bon, on aura couvert les deux comme ça. Ouais, c'est bien. Mais oui, ça a été très long parce qu'en fait, je crois qu'on m'avait dit que j'avais une suspicion d'endométriose quand j'étais ado déjà. Mais en fait, la gynécologue qui m'a parlé de ça, déjà, elle m'a pas expliqué ce que c'était. Donc moi, je me suis pas du tout alarmée. Je me suis dit, ok, c'est un nom inconnu. Je m'en formalise pas, sinon elle m'en dirait plus. Donc elle m'a juste dit suspicion d'endométriose, sans plus. Et elle m'a dit, bah, comme c'est dur à diagnostiquer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous donner le traitement contre l'endométriose, à savoir prendre la pilule en continu. Donc elle m'a mis le traitement sans vraiment que le diagnostic soit posé, parce qu'elle m'a dit que c'était trop compliqué de diagnostiquer. Ce qui fait que moi, forcément, je me disais pas j'ai cette maladie. Je me disais en prévention, on prend juste ce traitement-là qui est la pilule en continu, qui est quand même pas un traitement. Voilà, je prenais déjà la pilule, donc là, ça consistait juste à arrêter ne pas arrêter justement la période où on arrête de prendre la pilule, mais de la prendre voilà tout le temps pour ne pas avoir les règles. C'est le traitement le plus proposé pour l'endométriose. Et donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit, mais pour autant, comme je m'identifiais pas avec le fait d'avoir l'endométriose, à un moment donné, j'avais juste même oublié, je pense, et j'ai peut-être arrêté ce traitement. Et puis quand j'ai voulu arrêter la pilule naturellement parce que j'avais pas forcément de partenaire et que je pensais que ça me servait pas, donc j'ai juste arrêté la pilule. Et c'est ça qui a permis aussi de voir. Finalement, c'est l'arrêt de la pilule qui m'a permis d'être diagnostiquée, parce que c'est ça qui a permis que les symptômes reviennent au fur et à mesure, pas tout de suite. Hein, ça a pris 3 ans au moins. J'avais arrêté la pilule pendant 3 ans, et c'est que peut-être sur la dernière année ou année et demie que les symptômes se sont fait un petit peu de plus en plus fort, à chaque cycle, de plus en plus fort. Et puis là, je me suis dit, il y a vraiment un souci, jusqu'à ce que ce soit en dehors des cycles. Et j'ai eu la chance d'avoir connu quelqu'un, une femme qui avait partagé son expérience de l'endométriose c'était sur Facebook à l'époque. Et ça m'avait alertée, j'avais vu qu'elle était à l'hôpital et j'ai voulu retrouver le poste et j'ai vu que le nom c'était l'endométriose. Et c'est là que je me suis renseignée dessus. Et c'est là qu'ensuite, moi, en allant à l'hôpital, j'ai proposé au médecin, j'ai dit, et si j'avais l'endométriose, est-ce qu'on pourrait rechercher ça? Ok. Mais voilà, tout ça a duré des années en fait. Hein. Finalement, je sais plus, je crois qu'il y a entre 7 et 10 ans de retard de diagnostic pour endométriose. Pour moi, je l'avais a priori dès mes premières règles, donc à l'âge de 12 ans, et j'ai été diagnostiquée à 23 ans. Ça fait 11 ans d'errance médicale. C'est énorme. Peut-être que si je l'avais su plus tôt, les choses auraient été différentes. Complètement. Ouais, t'as mis le doigt sur une problématique et tu m'as parlé de l'arrêt de la pilule. Je trouve que finalement, ça a été l'opportunité à la maladie de s'exprimer aussi et de dire ce qu'elle avait à dire, aussi difficile que ce soit. C'est, dans tous les cas, elle était là depuis toujours pour te signaler que quelque chose n'allait pas. Et du coup, hormis ta première action, si j'ai bien compris, c'était une recherche Google. Je sais pas si c'était la première, mais oui, je te laisse finir ta question. Non, t'inquiète, mais si j'ai bien compris, c'était ça. Mais est-ce que tu te souviens de ce qui a découlé de cette recherche Google? Quelle première vraiment acte tu as fait pour te guérir? En tout cas, de cette maladie, même si je pense que ça implique la guérison sur plein de plans, tu vois, cette maladie. Moi, j'ai vraiment commencé par le plan purement physique. Je lui ai pas associé une compréhension holistique dès le départ. C'est venu après. Ça a été un élément fatidique, un événement fatidique
dans mon cheminement avec l'endométriose. Donc oui, j'ai découvert des choses incroyables en tapant endométriose et guérison, notamment des témoignages qui m'ont fait croire que c'était possible. Et c'était ça aussi dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui ait déjà réussi, qui ait déjà eu du succès en fait dans cette entreprise avec cette maladie spécifique. C'est super important. J'avais besoin de me sentir drivée par parce que sinon ça paraissait trop difficile de me dire ok, je fais ci et ça en ne sachant pas si ça va marcher, parce que ça impliquait forcément des sacrifices. Donc les premières choses que j'ai faites, que j'ai mises en place, que j'ai recherchées, heureusement j'ai une mère qui est très branchée phytothérapie, tout ce genre de choses, qui m'a emmené voir des acupuncteurs. Déjà j'avais un acupuncteur que je voyais pour d'autres problématiques avec qui ça avait très bien fonctionné. Donc il y avait déjà cette ouverture-là par ma mère. Et c'est elle qui a fait des recherches pour moi et qui m'a dit, regarde, il y a plein de choses à faire sur d'autres plans que le plan médical. Et donc, j'ai exploré tout ça. Donc, ça a commencé par la phytothérapie, l'alimentation. En fait, tout de suite, j'ai compris que ce qu'on mange, ça devrait être logique, hein, ce qu'on mange impacte notre corps. Hein. C'est un peu comme le carburant d'une voiture. Si on met le mauvais carburant, bah, a priori, la voiture, elle fonctionne pas bien. Et on a chacun nos spécificités. Donc, on a chacun des besoins différents. Et avec une maladie inflammatoire, l'idée, c'était justement de stopper l'inflammation, avec notamment l'alimentation. Parce qu'il y a des alimentations qui sont plutôt inflammatoires et des aliments qui sont plutôt anti-inflammatoires. Donc ça a été justement de réduire ce qui était inflammatoire et d'augmenter ce qui était... Je l'ai dit dans le bon sens ? Oui, c'est ça. De réduire ce qui était anti-inflammatoire. Ok, donc ta première action, ça a été de revoir toute ton hygiène de vie au niveau de l'alimentation, du moins, ce qui est déjà énorme, pour le coup, parce que c'est un grand axe qui qui demande beaucoup de volonté, de déconstruction aussi, et voilà, de recherche, d'implication. Et de là, tu as commencé à avoir les symptômes qui diminuent. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé après ce premier acte qui est déjà fort? Ouais, alors j'ai mis en place donc alimentation, je me suis aidée avec des compléments alimentaires et j'ai commencé à prendre des plantes. En fait, j'ai fait tout ça à peu près en même temps. Ok. Assez rapidement, j'ai vu une diminution des symptômes. Okay. Je me souviens plus exactement si assez rapidement, c'était pas quelques semaines, ça c'est sûr. C'était quelques mois, je pense. Mais assez rapidement, j'ai vu une différence, sachant que j'avais refusé de prendre la pilule et d'essayer sans. Ok. Mais c'est là où, quand j'ai refait la deuxième échographie 7 mois après, quand j'ai vu que ça avait flambé encore plus, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai mis en place ne fonctionne pas. Et je me suis sentie obligée de prendre la pilule. Ok, d'accord. C'est que après que, quand j'ai compris que la pilule ne m'allait vraiment pas du tout, que j'ai arrêté de nouveau et que je me suis dit, ok, là, on va faire différemment, etc., etc. Et là, j'ai mis en place d'autres choses. Je suis allée encore plus loin dans mon cheminement. Et c'est là où, je pense, quand j'avais tapé endométriose guérison, j'ai trouvé notamment une femme qui avait fait un long jeûne. Et ça a été ma première entreprise, une grosse entreprise. Peut-être la deuxième, parce qu'il y avait déjà eu, j'ai quand même arrêté le gluten. Bon, j'étais déjà végétarienne, mais voilà, tout ce qui était viande rouge, produits laitiers, donc plus tout ce qui était à base de soja, en fait, même le tofu, etc., parce que c'est des phytoestrogènes qui sont pas top pour l'endométriose. Donc, j'avais énormément de restrictions alimentaires, et puis c'était vraiment aucun écart, parce que dès que je faisais un écart, j'avais des douleurs. Donc, c'était aucun écart. Et j'ai été sans gluten pendant 3 ans stricts, vraiment zéro gluten. Donc voilà, c'est quand même première grosse entreprise. Deuxième grosse entreprise, de jeûner
Voilà, à savoir que je ne recommande pas forcément de faire ce que j'ai fait parce que j'ai jeûné pendant 17 jours. Ah oui, c'est beaucoup, ouais. Ouais, à l'eau, Ouais. juste en buvant de l'eau. Quelques... T'étais chez toi, du coup, t'étais accompagnée ou t'étais en autonomie? J'étais seule et c'est là où je recommande pas de faire ce que je fais dans le sens où moi je l'ai fait mais je me documentais énormément. Je lisais un énorme bouquin sur le sujet, sur le jeûne dit thérapeutique. Euh, qui implique de pouvoir jeûner au moins plus de 10 jours. Donc, pour vraiment voir des résultats sur des pathologies, en fait, physiques. Et voilà, donc j'ai fait ça seule, chez moi. Ça m'a donné l'expérience, mais je ne le referai pas. Déjà parce que c'est très, très, très difficile, que je ne travaillais pas à l'époque, donc il vaut mieux être au repos le plus Bien sûr. possible, parce que si on est en train de courir à droite à gauche, le corps ne peut pas se mettre au repos et ne peut pas activer ses capacités de guérison en fait à l'intérieur du corps si on met l'énergie à l'extérieur. Donc ça a été la deuxième très grosse entreprise justement après avoir arrêté la pilule, quand la pilule m'a un petit peu stabilisée au niveau de la taille des kystes, mais que je pouvais plus la tolérer. De ce que j'ai compris, ouais, t'as mis en place l'alimentation. Ensuite, c'était quoi l'acte, un autre acte, mais tu m'as parlé du jeûne. D'ailleurs, t'as été une valiante quand même de faire ça 17 jours chez toi. 17 jours chez toi, c'est que justement, c'est ta persévérance et ta combativité qui s'est révélée, je pense, avec la maladie. Même si finalement on n'a pas le choix, malgré tout, tu fais preuve d'un certain courage quand même. Et tu te donnes les moyens de guérir, et c'est ce que je perçois moi de ton parcours en tout cas. Et même si là, on est qu'au début de ce que tu nous expliques, mais du coup, après le jeûne, si j'ai bien compris, tu avais eu des résultats sur tes symptômes. Ah oui, il y avait ça aussi que je voulais dire. En fait, du coup, t'as compris, je pense que les symptômes n'étaient pas corrélés à la maladie finalement. Et ça, je pense que c'est important d'en parler, surtout pour les femmes qui nous écoutent, qui sont atteintes de ça. C'est que c'est complètement différent. Finalement, il peut y avoir des endométrioses aussi silencieuses, etc. Donc c'est intéressant de soulever ce point-là. Donc, Tout à fait. donc voilà, si tu veux partager plus sur ça ou sur les effets du jeûne, ou les deux, vas-y. Ouais, tout à fait, tu as raison de le pointer, c'est hyper important. C'est que parfois, donc moi dans mon cas au début, les symptômes s'étaient réduits. Et pour autant, quand je suis allée voir où en était la maladie en faisant des échographies avec des spécialistes, je pouvais voir qu'elle avait évolué en pas bien. Donc forcément, c'est totalement pas lié. À l'inverse, il y a des femmes qui ont de grosses douleurs, mais on va leur dire que leur endométriose, elle est à un stade minime. Et donc finalement, ça vient comme un peu aussi invalider leur ressenti. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que c'est complètement décorrélé. Et que s'il y a des douleurs, alors s'il n'y a pas de douleur quelque part, tant mieux, mais il faut quand même être vigilant. Parce que c'est vrai que les douleurs permettent de s'alarmer, mais s'il n'y en a pas, et qu'on a eu ce diagnostic de cette maladie, c'est quand même important d'aller régulièrement vérifier où en est la maladie, comment elle évolue, parce que ça peut totalement évoluer, comme tu disais, de façon complètement silencieuse. Donc c'est hyper, hyper important de faire ce travail sur tous les aspects, pas de dire juste, ok, je travaille juste à un niveau énergétique ou émotionnel ou avec des plantes, mais je ne vais pas voir le médecin. Non. L'idée, c'est vraiment que tout ça puisse se complémenter et d'aller, voilà, de continuer à suivre où ça en est. Ouais, je pense que c'est super important qu'on l'aborde parce que effectivement, moi j'ai été découragée à un moment donné d'aller voir les médecins. C'est pas parce qu'on justement on refuse le traitement qu'ils nous proposent qu'il faut pour autant refuser de faire des échos pour vérifier où ça en est, parce qu'effectivement c'est pas anodin. Des morceaux d'endémètre qui se baladent et qui colonisent d'autres organes, c'est pas anodin. Et voilà, donc ça c'était super important qu'on puisse l'aborder, donc merci pour ça. Et du coup le jeûne, qu'est-ce que ça a donné ton jeûne, ton austérité de 17 jours de vaillante? Ça a donné des super résultats. C'est-à-dire que les kystes que j'avais étaient réduits de moitié. Wow, ok. Donc ça a été en 17 jours de jeûne. Donc ça a été
ça a été vraiment drastique, mais en même temps, donc c'était une première victoire en me disant, voilà, c'est possible sans la pilule, parce que moi, les médecins me disaient que si je prenais pas la pilule, forcément, ça évoluait dans le mauvais sens. Ok. Et que je pouvais perdre mes organes, etc. Donc, j'ai quand même une petite pression de ce côté. C'est pas encourageant, ouais, c'est pas très fun. Perdre ses organes, pas avoir d'enfants, tout ça. Ouais, c'est vrai que tu ressors pas de ce rendez-vous comme une fille folle, c'est sûr. Voilà. C'est pas très léger, en tout cas. Et je pense que je vois tout à fait ce que tu as pu ressentir parce que c'est une première victoire et c'est finalement, même si sur le long terme et que ça reste très dur, tu vois, 17 jours de jeûne, ces 17 jours, c'est court et long à la fois, et finalement, tu te rends compte qu'avec quelque chose qui est assez alors accessible, je sais pas, mais qui est autre que la pilule, bah c'est possible. Et je pense que ça déjà, en fait, le fait que ça donne de l'espoir, ça peut déjà changer beaucoup de choses dans ton chemin, même si tu vas pas forcément recommander cette pratique en question. Tout à fait, tout à fait. Je me disais que c'était pas viable, je pouvais pas recommencer ça encore de nouveau. En plus, la reprise, c'est aussi surtout pour ça que je déconseille le jeûne aussi long comme ça chez soi seul, c'est que la reprise alimentaire pour moi était très très compliquée. Après, heureusement, ça s'est stabilisé, mais voilà, pour donner un exemple, ça m'arrivait de me lever à 5 heures du matin pour manger un paquet de chips entiers, quoi. Bien sûr. Voilà, il faut pas, c'est vraiment à déconseiller à des personnes qui ont des problématiques aussi de troubles de l'alimentation, etc., type TCA. Enfin voilà, ça peut être très compliqué de reprendre, de recommencer à manger quand on n'a pas mangé. Pas manger, à la limite, c'est facile. C'est reprendre qui est très difficile. Ok. Donc ouais, les résultats étaient formidables. Ça m'a donné cet espoir-là et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux maintenir ces résultats? Trouver d'autres techniques, en fait, parce que là, ça, c'est pas viable sur le long terme. Et sur ma route a été mis une cérémonie chamanique avec la plante d'ayahuasca. Et donc j'ai eu l'opportunité de me dire, ok, je vais voir ce que ça donne ce week-end. C'était sur un week-end avec deux cérémonies, avec un chaman, et ça a été alors pour le petit, c'était assez rigolo. Pour la petite anecdote, j'y allais et puis dans le cercle des participants, il y avait une femme qui était atteinte d'endométriose qui avait fait plein de cérémonies avec eux. Et je me disais, mais alors, elle souffre toujours de l'endométriose, c'est que ça doit pas marcher. J'ai vraiment eu cette pensée-là. Et puis, en fait, comme on partageait tous nos intentions, j'ai vu que c'était pas son intention. Et finalement, en fait, moi, mon intention, c'était vraiment focaliser là-dessus. Ok. Et d'où, en fait, l'importance d'avoir une intention claire et précise. Et moi, mon intention, elle était vraiment focalisée là-dessus. Mon travail, il a été axé vraiment là-dessus. Et je me suis dit de pas avoir trop peur des résultats de cette personne-là, déjà parce qu'on était différentes, et aussi que peut-être elle mettait pas cette intention de guérir ça, parce que peut-être qu'elle pensait pas ça possible aussi. Ah oui, ça c'est vraiment une phrase qui me drive tout le temps, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une citation de Mark Twain, je crois, si je me trompe pas. Et c'est vraiment, moi, c'est vraiment mon motto, mon leitmotiv pour moi ou pour n'importe quelle personne aussi qui vient me voir en séance. C'est ne pas se limiter en se disant non mais c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Toujours penser que c'est possible. Et ça c'est ça qui m'a porté vers des choses que la plupart des gens pensent impossibles. Donc, j'ai trouvé ça, ouais. Non, vas-y, pardon, fini. Ouais, t'as trouvé. Enfin, là, ce que tu dis, ça me fait vibrer, tu vois, ce truc. Tu m'en avais déjà parlé, mais je peux le réécouter maintes et maintes fois parce qu'en fait, ça s'applique sur beaucoup de choses. Hein. Mais en fait, finalement, quand on donne une intention, c'est comme si on donnait notre consentement, finalement aussi, que ce soit là, en l'occurrence, à la plante, pour qu'elle puisse œuvrer, mais aussi à notre, je sais pas, à d'autres sphères supérieures, si on voit ça sur un plan plus spirituel, finalement, il y a besoin d'une direction, d'un consentement de notre part pour que la guérison puisse nous traverser. En tout cas, c'est ma croyance. Et tu as souligné, je pense, à travers ça, la puissance de la croyance, de la foi, de la pensée, du verbe aussi, finalement, de l'intention. Et je pense que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'autant plus dans ce type de cérémonie, bien sûr, parce que c'est ce qui va guider, je pense, toute ta cérémonie, mais je pense que dans la vie,
On peut poser des intentions comme ça quotidiennement ou de façon hebdomadaire en fonction de ce qu'on a envie à quel degré on a envie de s'impliquer. Mais je pense que les personnes seraient surprises à quel point, quand on donne une direction, une intention et qu'on s'y tient, de ce qui découle de cette intention. Tout à fait. Et on pourrait tout à fait élargir, j'aime beaucoup cette idée que j'aime voir un peu la vie en elle-même comme une gigantesque cérémonie, ou comme une succession de cérémonies. Et donc, du même coup, poser des intentions dans la vie, comme tu dis. Bien sûr, ces cérémonies-là, elles sont des catalyseurs, mais quand on sort, faut bien sûr les intégrer. Et il faut pas se dire faut pas attendre la prochaine cérémonie pour pouvoir poser des intentions et continuer sa guérison. Finalement, c'est juste des petits coups de pouce, des gros coups de pouce même, mais finalement, c'est le après qui est le plus important que l'expérience. Et est-ce que tu as envie de partager un peu plus sur ta première expérience, du coup, ta première cérémonie? Qu'est-ce que ça a révélé chez toi, surtout vis-à-vis de la maladie, de la guérison? Déjà, elle m'a révélé que en plus du jeûne, cette méthode-là, cette technique-là, cette médecine me permettait d'avoir un réel impact sur la maladie. Et pas qu'au niveau des symptômes, aussi au niveau de l'évolution de la maladie, parce que quand j'ai refait une échographie, vraiment pas longtemps après, ça avait encore diminué de moitié. Donc ça a été vraiment un second win qui a été phénoménal, de me dire yes, ça marche, ça marche, ça marche. Après voilà, ce qui s'est passé pendant, c'est ça a été presque un petit peu confus. Finalement, j'ai pas forcément, si j'ai quand même compris des choses. J'ai quand même compris des choses, mais c'était très graphique en fait. C'est-à-dire que je voyais vraiment, parce que donc dans ces traditions-là, on dit que la plante qu'on ingère a un esprit. Et c'est les croyances animistes en fait qui disent que tout est animé, tout est doté d'un esprit, d'une âme. Et donc les plantes aussi. Donc on ingère les plantes et on vient parler à l'esprit de la plante. Et, et n'importe qui ingère cette plante peut avoir cette expérience justement d'une conscience, en fait, une conscience du végétal avec qui il est possible de dialoguer. Et cette conscience, en fait, a montré énormément de choses qui allaient peut-être même au-delà de, de la maladie, qui venait retracer mon chemin de vie, enfin, qui allait au-delà de la maladie. Pour moi, en tout cas, à l'époque, je pensais que ça n'avait pas forcément de sens. Mais en fait, si. Et puis, en fait, voilà, tout simplement, je la voyais opérer en moi, c'est-à-dire, je la voyais vraiment m'opérer comme sur une table d'opération. Je voyais à la fois comme si j'étais le chirurgien et comme si j'étais l'opéré. Je voyais mes entrailles, je voyais le sang. Enfin, j'avais toutes ces visions-là qui venaient à moi et c'était vraiment très très désagréable hein, pour le coup, un peu comme le jeûne, enfin plus désagréable encore que le jeûne, même si le jeûne c'est quand même très très confrontant. J'ai un peu franchi des paliers de choses confrontantes et c'était extrêmement violent en termes de douleur. Ouais. En termes de douleur, j'avais à ce moment-là, je crois que j'avais quasiment même plus de douleur d'endométriose dans mon cheminement. Parce que finalement, ça faisait, je crois, 1 an que je cheminais entre le jeûne, la phytothérapie, les plantes, l'alimentation, etc. Et finalement, j'avais réussi à ne plus avoir de symptômes. Et là, j'ai eu des symptômes terribles, terribles, terribles. Pendant la cérémonie, du coup? Pendant tout le week-end, pendant même la journée, pendant la cérémonie, pendant tout. Ok. Si bien que, ouais, le deuxième soir, j'ai vraiment appris ce qu'était le lâcher prise. Parce que le chaman, au moment de me servir la médecine, quand il a vu ma tête de souffrance, j'étais à un point où je lui ai dit, mais peu importe ce qu'il arrive, en fait, je suis prête.
parce que pour moi, j'avais touché déjà le fond. Donc, je pouvais que remonter, finalement. Et ça a été ça aussi, cet apprentissage du lâcher prise. De vraiment pas juste entendre, oui, il faut lâcher prise, mais de le vivre en moi et d'y arriver vraiment complètement dénudée, complètement anéantie, complètement vulnérable, complètement ouverte, en me disant c'est bon, que la plante fasse ce qu'elle veut de moi, je lâche. Tu t'as abandonné, je m'en remets. finalement. Ouais, tout à fait. C'est un acte d'abandon qui est fort, qui est désagréable, mais tu vois, effectivement, c'est quand on touche le fond qu'on peut expérimenter et ressentir vraiment ce qu'est le lâcher prise. C'est quand on perd pied. Parce que lâcher prise, finalement, c'est lâcher. Et ouais, ça arrive par la force des choses plus que par l'intention, je pense, le lâcher prise pour le coup. Donc ouais, ça c'est très poignant, ça me touche beaucoup. Hein. Forcément, ça me procure des émotions, et je pense que ça peut procurer des émotions à celles qui comprennent un petit peu ça, ou tout simplement qui peuvent percevoir ce que ça a pu être pour toi. Donc oui, tu disais que ça a été désagréable. Effectivement, c'est jamais agréable de se faire opérer. D'autant plus sans anesthésie, juste avec une plante. Et puis c'est une opération sur beaucoup de plans, finalement. C'est une opération holistique, là, pour le coup. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et le fait que tu aies une deuxième victoire suite aux cérémonies, c'est merveilleux sur ton chemin, parce que c'est encore une fois, c'est un acte qui t'a donné de l'espoir. On en revient un petit peu à ce que tu ressentais quand t'étais petite. C'est venu nourrir, finalement, je pense, la petite fille qui croyait à une autre réalité. Et qu'est-ce qui a, par la suite, tu m'avais dit que c'était un peu confus. Est-ce que t'as eu une aide pour l'intégration, ou qu'est-ce qui t'a aidé pour intégrer? Oui, l'intégration faisait partie du setting, en fait, dans lequel on était, dans le cadre dans lequel on était. Donc, il y a eu une intégration, il y a eu même 2 intégrations pour chaque cérémonie. Le lendemain de chaque cérémonie, on passait 5 heures en groupe à discuter, à partager ce qu'on avait vécu, mais aussi à la fois le chaman qui était aussi psychologue faisait ce travail d'intégration avec nous. Super. Donc ça m'a permis de pas partir comme ça un peu abandonnée à moi-même, livrée à moi-même. Donc oui, après ça s'est plutôt bien déroulé. Je veux dire, après c'est bon, j'allais encore beaucoup mieux. J'avais j'en avais déjà plus des symptômes, mais à part juste pendant ce week-end-là, qui sont revenus, mais après j'en ai plus non plus. Et à partir de là, je pensais en avoir quasiment plus jamais. Il y a juste eu une dernière fois. Mais peut-être je peux partager sur ce qui a vraiment été une étape clé dans mon cheminement avec l'endométriose. Ça a été la rencontre avec une thérapeute qui était kinésiologue sur un salon, et qui m'a dit oui, l'endométriose, oui, moi j'avais cette maladie. Et bon, elle n'était pas encore ménopausée, donc tout de suite ma question c'est comment vous pouvez le dire au passé, puisque normalement c'est une maladie chronique, on l'a à vie, ou au moins jusqu'à la ménopause. Et elle me dit oui, mais j'ai plus de symptômes à l'heure actuelle, et puis sur un plan médical aussi, c'est complètement stabilisé, il y a plus de... Enfin, c'est pas qu'il y avait plus de lésions complètement, mais en tout cas c'était très minime, quoi. Il y avait pas d'effet dans sa vie plus que ça, dans sa vie et sur un plan médical. Donc j'étais super étonnée. Et elle me dit ce qui va être le plus important, parce que je lui parle un peu de mon parcours, je lui parle un peu. Alors je sais plus si c'était avant ou après la cérémonie. En tout cas, je suis quasiment sûre que c'était après le jeûne. Et donc je lui parle de tout ça, de tout ce que j'ai entrepris, l'alimentation, du jeûne, des compléments alimentaires, la phytothérapie. Elle me dit, tant que tu traiteras que le niveau physique de la maladie, tu n'arriveras pas à des résultats durables. Et il faudra toujours continuer, recommencer. Alors que si tu t'attaques à la cause émotionnelle, là, tu vas aller plus à la racine de la maladie, et ça te permettra de pas avoir elle me l'a pas dit comme ça, mais maintenant je le comprends, à ne plus manger de gluten tout le temps. Enfin voilà, maintenant je remange du gluten, je remange des produits qui sont un peu inflammatoires, et tout se passe très bien. Je me tords pas de douleur.
Donc la maladie ne reflambe pas. Donc ça a été vraiment la rencontre avec cette femme, ça a été un gros déclic. Mon poulet à l'intérieur, il fait ting. Ok, c'est comme ça que je vais pouvoir stabiliser finalement et pérenniser ma guérison. Donc il y a eu cette rencontre avec cette femme, et je crois qu'il y avait autre chose qui m'était venue après. Oui, et puis après il y a eu la rencontre avec. Mais peut-être t'avais une question. Non, parce que je trouve que là, tu vois, cette femme, elle a déjà tout dit, et elle est venue activer chez toi une lumière, effectivement, une petite ampoule qui t'a permis de passer au stade supérieur. C'est-à-dire que, mais je pense qu'on a besoin justement dans ce cheminement de se décortiquer comme un oignon et de faire déjà la première couche qui est voilà, l'enveloppe physique, etc. Et de petit à petit retirer des couches. Et c'est pour ça que je le dis, parce que finalement, si les personnes qui nous écoutent sont en cheminement, je pense que y aller par étapes, c'est bien aussi. Il n'y a pas d'erreur, parce que dès qu'on veut aller trop vite, de toute façon, c'est pas forcément pertinent. Donc, je pense que cette femme, elle arrivait sur une partie de ton chemin qui était c'était bien pour le coup, parce que tu avais déjà retiré ta première couche. Tout à fait, tout à fait. Je suis très vraiment d'accord avec toi, parce que ce qui me vient, c'est que parfois quand on dit aux personnes, voilà, il y a tout ça à changer, ça peut paraître hyper déboussolant, hyper déstabilisant, et ça peut donner envie de rien mettre en place, parce qu'il y a trop de choses d'un coup. Alors qu'en fait, finalement, d'y aller petit à petit, une chose après l'autre, de consolider un changement et d'aller vers un autre, enfin voilà, moi je crois vraiment plus aux petits pas, à la progression par petits pas, mais de façon constante, plutôt que un pas de géant une fois tous les 36 du mois, quoi. Donc vraiment d'y aller tranquillement, d'intégrer les choses comme faisant partie de sa routine et partie de sa vie au fur et à mesure, et pas de se dire ok, je change tout d'un coup. Et finalement, voilà, j'ai eu cette chance-là aussi de me dire, bah voilà, ça m'a permis d'y aller par étapes. Et à partir de là, j'ai voulu vraiment aller travailler sur un point de vue émotionnel. Et pour ça, j'ai vu toutes sortes de praticiens, toutes sortes de pratiques. J'ai un peu fait mon petit tour des pratiques des médecines complémentaires, hein, si on peut dire. J'avais déjà fait l'acupuncture avant. Ok. Donc ça, c'était même quand j'étais jeune. Je l'ai aussi utilisé pour l'endométriose, mais ça a aidé pas au niveau... Pas tant au niveau émotionnel, en tout cas. Pas de la façon dont mon acupuncteur travaillait. Même si on discutait, etc. J'avais un mieux-être qui était vraiment drastique sur les 2 mois qui suivaient une séance. Et après, ça revenait. Donc après, j'ai exploré plein de choses, l'hypnothérapie, ce qui s'appelle la neurothérapie, détachement de traumatisme, quoi d'autre? La kinésiologie, justement, le magnétisme, des cercles de femmes, des ateliers sur le féminin. Voilà, j'ai vraiment plongé dans l'aspect émotionnel. Et puis il y a des pratiques que j'ai plus ou moins aimées, des pratiques avec lesquelles j'ai moins accroché. J'ai fait aussi de l'EMDR. Ok. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et t'as fait un grand tour. un grand tour de manège. Tout à fait. Et finalement, les pratiques, surtout pour l'acupuncture, je pense que ça peut aider pour la circulation de l'énergie, pour le coup, mais toutes les pratiques que tu as citées, après, c'est mon a priori, hein. Mais du coup, je pense que ça va pas assez en profondeur, parce qu'il n'y a pas la conscientisation, peut-être. Après, je connais moins les autres, mais c'est vrai que la conscientisation, plus le travail énergétique, ça peut être les deux corrélés. Ça me semble être vraiment bien. Donc, est-ce que tu as trouvé une pratique qui corrélait ça, ou enfin, quelle pratique toi t'as révélé, en tout cas quelque chose de plus profond et durable, surtout sur la maladie, sur la guérison? J'ai cheminé pas mal avec une thérapeute qui avait plusieurs casquettes, notamment le magnétisme, mais c'est vrai que, et je pense que ça m'a aidé, hein, mais c'est juste que ça n'a pas été un révélateur pour moi.
Mais je pense que ça a contribué à mon évolution dans tous les cas. Après, ce qui vraiment m'a voilà, après ça a été ma rencontre avec le Reiki arc-en-ciel qui m'a vraiment, révélé quelque chose de puissant en termes de ressenti de ce qui s'est passé sur ma première séance découverte qui durait une demi-heure. J'ai mon cœur qui s'est ouvert, en fait, j'ai senti mon cœur qui pulsait à une puissance. J'avais jamais eu des ressentis comme ça, lors de soins énergétiques ou autre chose. Il y avait une justesse dans le soin qui m'était apporté, pourtant qui était pas fait par, la thérapeute que je voulais, mais, hem, parce que la thérapeute que je voulais, ça a été celle qui sera ensuite ma prof, que j'ai finalement reconnue assez tôt comme telle, même si j'ai voulu me voiler la face pendant un moment en me disant: «Faut quand même que j'y aille prudemment» et cetera. Mais quand je l'ai vue, j'ai su. Okay. Et c'est pas elle qui m'a fait, le premier D'accord. soin que j'ai reçu. C'était une personne sur son stand, dans un salon et OK. et ça a été voilà, je me suis dit: «C'est la technique, quoi, c'est pas la personne, c'est la technique». OK. Il y avait vraiment ce donc je me suis dit: «OK, bon, bah, je vais aller découvrir cette technique» et que j'étais allée, en fait, à une conférence, de cette femme qu'elle faisait sur le Reiki, Mmh. qui donc voilà, donc ça a été ça et puis forcément la 1re séance que j'ai faite avec elle, donc j'ai commencé les stages de Reiki avant de faire mes premières séances. Puis après quand j'ai fait des séances avec elle, parce qu'elle habitait un peu loin et puis c'était un petit peu compliqué, mais finalement je lui ai dit: «Est-ce qu'il y a possibilité de faire une séance avec toi?» et puis elle m'a dit: «Bon, bah, on va trouver un arrangement». Parce que c'était pas non plus hyper simple, j'étais pas véhiculée, il fallait Bien prendre le sûr. train, aller me chercher au train, tout ça. Et heu et là, 1re, séance que j'ai faite avec elle, je lui ai pas du tout parlé d'endométriose parce que pour moi c'était un sujet réglé. Il y avait plus de douleur, il y avait plus de quoi que ce soit, j'étais venue la voir pour, totalement autre chose et puis bon, elle a tout de suite, donc on a échangé, hein, il y a eu un temps d'échange et puis, tout de suite quand je me suis allongée, elle a posé ses mains, du côté gauche de mon utérus, là où il restait, bah, là où j'avais toujours eu mes plus gros kystes et il restait un petit peu, quoi. Et elle m'a dit: «Non, faut que je travaille là, faut que je travaille là, je me sens comme ça». Je lui avais rien dit, donc c'est vrai que j'étais assez étonnée et hem et 5 jours après, j'ai eu des douleurs et c'est la dernière fois que j'ai eu des douleurs comme ça. C'était des douleurs à comme ce que j'avais connu avant, à prendre du tramadol, de la codéine, du Doliprane, tout ça combiné en même temps parce que l'un ne fait pas l'effet. Donc c'était vraiment un cocktail molotov de plein de trucs. Mmh. Et ça a été vraiment la dernière fois que ça m'est arrivé. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais quelle puissance!» parce que j'avais pas eu de douleur comme ça. La dernière fois que j'avais eu des douleurs comme ça, c'était pendant justement les cérémonies chamaniques. Donc je me suis dit: «Waouh, donc c'est à la hauteur de ça finalement, Mmh. cette méthode». Et OK. ça a été vraiment la révélation pour moi. Et puis, bah, petit à petit, après, je me suis engagée sur le chemin pour être, sur la formation pour être praticienne et puis la formation du dessus et puis encore la formation du dessus pour être formatrice. Mmh. Je me suis formée pendant 5 ans, quasi en continu. Mmh. OK. Ouais. Finalement, ça a révélé chez toi l'envie d'accompagner aussi les autres, j'imagine, dans leur propre chemin? Ouais, ça s'était déjà imposé à moi, en fait, après ce parcours avec l'endométriose. Ça a été un appel très fort, en fait. Ça a été un appel, très fort, notamment lors d'autres cérémonies, chamaniques où il y a d'ailleurs le mot Reiki qui est arrivé 8 mois avant que je rencontre, le Reiki. Je savais pas du tout ce que c'était. Et ce terme d'accompagnante, justement, aussi, OK. qui est venu à ce moment-là et je me sentais pas légitime parce que j'étais trop jeune. OK. Mais c'est cet appel-là qui m'a dit: «OK, voilà, je vais peut-être considérer ça» et c'est ça qui a fait aussi que j'étais dans une recherche de ça et que j'arpentais les salons du bien-être et cetera jusqu'à ce qu'enfin, au bout d'un moment et au bout de plusieurs salons, j'ai rencontré, la personne qui m'a formée. Mmh. OK et ouais, super intéressant finalement. Que l'appel, il est venu pendant une cérémonie et puis qu'il a germé, il a fait son chemin, tu vois? On parle encore de chemin et que ça arrivait au moment où voilà, c'est en écumant, les salons
et finalement tu t'es fait cueillir par une technique en particulier. Je voulais parler, tu sais, des symptômes qui reviennent aussi pendant les cérémonies, parce que finalement, est-ce que, moi je vois ça comme des crises de guérison, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour celles qui le vivent pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Donc pendant les cérémonies ou pendant les soins Reiki que je fais aussi, je parle toujours des crises de guérison. C'est vraiment la survenue ponctuelle de symptômes physiques ou émotionnels qui peuvent être en lien avec, en général, qui sont en lien avec ce qu'on est en train de travailler, mais qui peuvent aussi être, voilà, on a mal à un autre endroit du corps parce qu'il y avait peut-être une émotion qui se fait à cet endroit-là. Et, et donc oui, donc ça fait partie intégrante du processus de guérison. D'ailleurs, c'est aussi tel que l'avait devisé un médecin homéopathe qui s'appelle Hering. On parle de la loi de guérison de Hering. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Où en fait, le corps a son propre cheminement vers la guérison. Et en général, quand il y en a une maladie chronique, les symptômes disparaissent dans l'ordre où ils sont venus. C'est ce qu'on dit en homéopathie. Ok. Et donc ça veut dire que la maladie, elle part pas sur la pointe des pieds. Ça serait bien, hein. Ça serait bien. Mais surtout dans le cas de pathologies qui sont peut-être ancrées depuis très longtemps, qui sont douloureuses, etc. On va repasser par les mêmes stades, donc par le chemin inverse en fait, comment la maladie elle s'est donc au début c'est douloureux. Bien sûr. Faut être prêt en fait aussi, faut être prêt à emprunter ce chemin-là, c'est pour aller mieux après, mais temporairement ça peut être très 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 inconfortable. C'est bien d'être prévenu, justement, que c'est possible, alors c'est pas forcément systématique, mais c'est possible, et c'est bien de le préciser. Et il y a aussi ce sujet que je voulais aborder, tu vois, parce que je parlais de toutes les techniques que tu as fait, et qu'il y a certaines qui, pour moi, de mon point de vue, avec mes a priori, vont pas assez en profondeur, mais peut-être que finalement, tu vois, tout de suite dans ma vie, je me suis dit, mais peut-être qu'il y en a, tout simplement, il y a des techniques qui correspondent à certaines personnes, qui résonnent le plus avec certaines personnes, et d'autres moins. Est-ce que tu penses que, par exemple, la technique du Reiki arc-en-ciel, c'est vraiment une technique universelle, ou elle a résonné avec toi particulièrement parce qu'il y avait je sais pas, quelque chose qui était, j'en sais rien, qui était particulièrement compatible avec qui tu es? C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a une histoire de compatibilité. Je pense que il n'y a pas une technique qui correspond à absolument tout le monde. Ce serait un peu trop facile. Mais moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans cette technique-là, c'est que le Reiki arc-en-ciel, ça se résume pas qu'au Reiki japonais. C'est un ensemble de techniques qui ont été basées sur énormément d'approches, notamment le chamanisme, notamment la médecine traditionnelle chinoise, notamment l'homéopathie, la loi de Hering par exemple. Moi j'en parle en Usui 1. Donc c'est vraiment plein d'approches les unes avec les autres qui pardon, en Usui 1, je vais peut-être aller un peu vite dans le stage de Reiki Usui niveau 1 parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais tu as compris toi. Moi j'ai compris, mais c'est vrai que c'est bien de préciser pour les personnes qui écoutent. Tout à fait. Donc il y a quoi d'autre comme influence? L'astrologie. On travaille avec l'astrologie, ça j'adore parce que bon, toi et moi on est passionnés d'astrologie, donc moi ça vient vraiment nourrir en fait ce côté soif de toutes les traditions, de beaucoup de traditions. En tout cas, ça a vraiment nourri cet aspect-là en moi. Oui, mais si je veux faire que du Reiki, qu'est-ce qui vient de ma passion pour l'astrologie? Qu'est-ce qui vient de ma passion pour la médecine traditionnelle chinoise, etc. Et en fait, là, ça vient vraiment regrouper avec quand même une dominante de Reiki, avec aussi le côté chamanique qui est vraiment très, très, très présent. Donc, ouais, ça a été le coup de cœur, quoi. Ça a été vraiment ok, c'est ça qu'il me faut parce que ça m'empêchera d'aller à droite, à gauche tout le temps, quoi.
Un tout en un. Oui, voilà, tout à fait, le package. Et ça me parle beaucoup, cette soif justement de se nourrir de plusieurs cosmovisions, de plusieurs traditions. Et finalement, prendre... ça peut être vraiment intéressant de faire ce fameux package, qui est le Reiki arc-en-ciel, du coup il porte super bien son nom, et d'éviter d'aller se disperser, parce que finalement ça fait une seule et même méthode, qui est colorée de toutes ces méthodes, et bien plus, j'imagine. T'as résumé en quelques mots, mais c'est vrai que j'imagine que c'est qu'un fragment du Reiki arc-en-ciel. Ouais, c'est vraiment prendre le meilleur de ce que peut nous offrir toutes les traditions, parce que la personne qui l'a créé, donc c'est un Allemand qui s'appelle Walter Lübeck, qui l'a créé dans les années 80. Donc c'est une technique qui a quand même 40, plus de 40 ans. Et lui, il a vraiment étudié de plein de philosophies différentes, les traditions chinoises, le tantra, enfin vraiment tout un panel de. C'est ça qui a fait que ces techniques sont enrichies de tout ça. Hein. Même parfois, c'est des techniques plus modernes, comme la PNL, programmation neurolinguistique, Ok. tout ça. Super intéressant. Voilà. Ça me permet de rebondir. Là, du coup, si j'ai bien compris, quand tu as rencontré cette thérapeute, tu as fait l'ultime soin qui a permis à la maladie de ne plus se manifester, de tes kystes qui ont réduit. Et j'imagine que ça a dû impressionner les professionnels de santé. Je sais pas enfin, si tu veux partager, en tout cas, tu m'en avais déjà donné quelques mots sur le sujet, mais si tu veux partager aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent, le rapport entre justement tes résultats et le rapport à la médecine, du coup, traditionnelle, enfin, allopathique, du coup, vis-à-vis de ça. Oui, forcément, ça les a un peu estomaqués déjà quand on commence juste par le jeûne. Hein. Juste en ayant fait le jeûne, et quand le médecin m'a dit: mais qu'est-ce que vous avez fait, mademoiselle, sachant que vous prenez pas la pilule, parce que normalement c'est pas possible. Et quand je lui ai dit que j'avais jeûné 17 jours, sa mâchoire, Ouais. je crois qu'il a pas pu dire un seul mot, parce que Il s'est dit déjà, elle blague pas du tout, elle. Elle est pas là pour blaguer. Et je pense qu'effectivement, ça vient bouleverser des croyances aussi dans le corps médical. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, ça a été. Bah après, si tu veux, j'ai normalisé en fait. J'ai une tendance maintenant à normaliser ces événements quand ça m'arrive. Mais sur le coup, je me dis quand même, c'est incroyable. La vie, elle est magique. La vie, elle est magique parce que j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à aller au-delà de ce qu'on me disait qui était possible pour moi. Et j'ai pas écouté toutes ces croyances que les gens mettaient sur moi, que c'est impossible, etc. Et j'ai fait mon propre chemin. Et la preuve, c'est que maintenant, j'en suis, je vis non seulement en bonne santé, mais en plus, j'ai tellement appris sur le chemin. Et je suis beaucoup plus alignée avec moi-même, beaucoup plus en accord, en accueil de mes émotions. Et voilà, il y a énormément de choses qui ont changé pour moi depuis tout ce cheminement-là. Donc là, j'ai parlé surtout de l'endométriose, mais pareil pour le cheminement que j'ai eu avec la dépression et toutes ces problématiques plutôt émotionnelles. Ça, voilà, ça a vraiment, je sais plus ce que je disais. Que ça a changé beaucoup de choses en toi, finalement, dans la personne que tu es. Ouais, ça m'a vraiment transformée, et pour rien au monde, j'aurais préféré ne pas vivre tout ça. Je veux dire, tout ce que je suis aujourd'hui et la lumière que je porte aussi, et les compréhensions que j'ai eues, elles sont vraiment dues à ces épreuves et à ces difficultés. C'est parfait parce que c'est là où je voulais t'emmener, finalement, parce que c'était nécessaire que je pense qu'on parle beaucoup de l'endométriose, et je pense qu'on peut faire le lien avec la dépression, finalement, sur ton chemin. Et c'est finalement la maladie, moi je la vois comme un révélateur, un catalyseur, mais comment on l'intègre après, une fois qu'on s'est guéri, entre guillemets, une fois qu'on a plus les symptômes et qu'elle n'est plus aussi présente qu'avant, qu'est-ce que ça a révélé chez toi en tant que femme? Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton corps, ta féminité, ou sur ta puissance féminine finalement?
Ouais. Est-ce que t'as envie de parler un petit peu de ça justement par rapport à la femme que t'es devenue suite à ce cheminement avec cette maladie? Alors, c'est une super question parce qu'en fait alors si on parle de l'endométriose, surtout parce que c'est une maladie qui est axée sur le féminin. Mmh. C'est une maladie du féminin. Ça m'a permis de comprendre ce que c'est qu'être femme, déjà. Ou en tout cas cheminer. Je ne dis pas avoir compris tout sur ce que ça implique d'être femme. Ou d'être moi en tant que femme, parce que je pense qu'il y a autant de féminité qu'il y a de femmes. Et ça m'a permis de comprendre dans ma chair cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit qu'on n'est pas femme, on le devient. Oui, donc ça m'a appris vraiment à déjà accepter ce corps de femme. Parce que je me souviens que, pour la petite anecdote, la fameuse kinésiologue que j'avais rencontrée, donc pour ceux qui savent pas, la kinésiologie, c'est quand on travaille avec notamment le test musculaire, qui est de savoir si le corps dit oui ou non. Et donc du coup, on peut tester des croyances, plein de choses, même des intolérances alimentaires, etc. Avec le test qu'on dit le test kinésiologique ou le test musculaire. D'ailleurs, qu'on utilise aussi en Reiki arc-en-ciel, pour le coup. Et elle m'avait demandé de dire je suis une femme et de faire un test par rapport à ça. Et en fait, je n'étais pas en accord avec le test, avec le fait d'être une femme. Ok. Ça disait non, en fait. Le test disait non. Donc, quand elle m'a montré ça, plutôt que de me le dire, elle me l'a testé. Ça a été encore plus fort de me dire, ok, là, c'est mon corps qui répond. C'est mon corps qui est persuadé de ne pas être une femme. Donc, c'est venu vraiment aller travailler tous ces questionnements-là. Et ça m'a renvoyé à plein de thématiques sur le genre, en fait. Sur le genre, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais même être un homme. Même quand j'étais adolescente, j'aurais voulu être un homme. J'ai même pensé à changer de sexe, pas plus que ça, hein, mais ça t'a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit, ça m'a travaillé parce que j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise dans ce corps de femme. C'était un corps de souffrance. Ok. C'était une identité de souffrance pour moi. Et il y avait rien de plaisant à l'idée d'être une femme. Ou même j'avais tendance aussi à critiquer le fait d'être femme. Okay. Parce que à me dire oui, mais en fait les femmes. Donc j'avais plutôt des amis garçons parce que les femmes entre elles, voilà, il y a tous ces croyances que les femmes entre elles se rabaissent, etc., etc. Qu'elles sont un peu commères. Donc je me distançais finalement de ces femmes, de ce féminin, en pensant que c'était la seule façon d'être femme. Que femme égale commère égale je descends les autres femmes. Et je pense que si j'ai bien compris, t'as déconstruit aussi beaucoup de croyances au niveau de mémoire collective, parce que ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de collectif, des croyances vis-à-vis de la féminité. Et tu vois, on parle du cheminement sur la maladie, mais est-ce que tu as envie de parler d'un aspect autre, je sais pas s'il est collectif ou presque karmique, je sais pas si tu vas aborder ces sujets, mais est-ce que la maladie t'a révélé d'autres dimensions encore que ce que tu as déjà abordé là? Donc à un niveau effectivement, là, ce que tu soulignes par rapport à ces croyances plutôt de l'ordre de l'inconscient collectif, c'est tout à fait juste. En fait, c'est ça aussi le fait de se voir en tant qu'être connecté en fait à toute chose et à son environnement. C'est qu'on n'est pas juste nous dans notre individualité, on est aussi connecté en fait à ce que Jung appelait l'inconscient collectif, par exemple. On pourrait aussi parler de nos ancêtres, de ce que portent nos ancêtres, du fait que nos ancêtres nous transmettent leur traumatisme, leur fardeau, mais aussi leurs cadeaux et leur lumière. Enfin, on a tendance à beaucoup l'oublier quand on parle
des mémoires transgénérationnelles. Ça, c'est l'épigénétique d'ailleurs qui nous en parle, qui nous en parle très bien. Le fait que, en fait, l'épigénétique, c'est au-dessus de la génétique. C'est le fait que l'environnement, ce qui fait partie de l'environnement, peut affecter l'expression de nos gènes. Et donc, du coup, par exemple, si un traumatisme nous arrive, ou si par exemple on se nourrit mal, qu'on a une mauvaise hygiène de vie, ça fait partie plutôt de notre environnement, ça va venir affecter l'expression de nos gènes, et donc de ça en découle le fait que nos descendants aussi récoltent finalement ces modifications. Donc ça c'est pour le transgénérationnel, et puis après il y a la dimension effectivement karmique. Ça c'est pour les personnes qui y croient. Il y a pas du tout d'obligation à croire en ces choses-là. C'est chacun vraiment ses croyances. En fait, le karma c'est quoi? C'est tout ce qui nous est arrivé. En fait, c'est tout ce qui est dans le passé. C'est des relations de cause à effet en fait. Et c'est pas forcément que négatif. Et donc, ce serait la croyance que notre âme serait, ou notre esprit plutôt serait immortel, en tout cas qu'il y a une part de nous qui ne meurt jamais, même si notre corps physique meurt, et que par conséquent, on pourrait se réincarner et vivre d'autres vies, avant, après, etc. Donc effectivement, dans le travail que j'ai fait, que ce soit avec le Reiki arc-en-ciel, ou même quand je travaillais en kinésiologie, on a aussi parlé du karmique, donc déjà assez tôt dans mon cheminement de guérison. Mais forcément, quand c'était quelqu'un qui m'en parlait d'extérieur, c'était moins parlant. C'était moins parlant qu'on me dise voilà, t'as eu telle vie en tant que ceci cela. Moi, je suis toujours très pragmatique et à remettre en cause ce que les gens me disent. Donc, comme pour moi, il n'y avait pas de moyen de vérification, mais c'était une science très inexacte, quoi. Donc c'était, voilà, pour moi, c'était pas ça qui m'a le plus parlé, même si sûrement que ces personnes avaient peut-être raison. Et d'ailleurs, avec le recul, il y a un de mes accompagnants qui m'avait parlé d'une chose comme ça, qui s'est révélée, en tout cas pour moi, que j'ai intégré comme étant ma vérité dans ce que moi, moi, Irina, mais justement pas Irina, peut-être dans d'autres vies ou en tout cas en contact avec l'inconscient collectif, j'aurais pu vivre, j'aurais pu ressentir. Et donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était de l'ordre d'événements très très difficiles en lien avec justement l'utérus euh, qui est violé en fait, qui est ravagé, qui est pillé dans son pouvoir de création, dans le fait d'être une femme. Donc voilà ce que je peux te dire un peu sans trop rentrer dans les détails, mais parce que c'est personnel, mais voilà, ça a été en tout cas très instructif sur mon chemin, et ça m'a permis de cheminer encore plus profondément en fait. À chaque fois, c'est comme un oignon qu'on épluche, on enlève des couches et des couches, et on arrive petit à petit à des choses peut-être de plus en plus difficiles aussi à confronter, parce que chaque chose vient quand on est en possibilité de les recevoir. C'est aussi ma croyance en tout cas, que on ne vit pas une expérience sans qu'on soit en capacité de la surmonter. Après, c'est bien sûr notre choix, notre libre arbitre qui fait que bien on décide de la surmonter ou pas. Ou alors on dit juste en fait non, c'est trop dur, ciao bye bye. Bien sûr, il existe toujours des moyens de s'échapper de cette vie-là, mais en tout cas, normalement, si ça nous est donné de les vivre, c'est que on a en nous les capacités pour y arriver. Merci. C'était super clair, en tout cas, parce que c'est des concepts qui sont complexes et qui reposent sur quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prouver d'un point de vue pragmatique, et qui peuvent nous dépasser justement notre côté pragmatique, mais qui font partie d'une certaine réalité aussi.
Et c'était bien ce que tu as abordé, parce que même si, de toute façon, le but, c'est pas de dévoiler effectivement les détails personnels, parce que finalement, on parle du collectif, et c'était, tu l'as vraiment bien résumé, parce que ça parle à beaucoup de femmes, et à beaucoup d'êtres, finalement, parce que si on prend la dimension karmique et qu'on a cette croyance, on a incarné plusieurs genres, en principe, peut-être. En tout cas, je peux pas attester la véracité de ça, mais si on prend en compte que cette réalité existe, ça touche le collectif, que les hommes et les femmes. Et donc, j'ai trouvé ça très digeste, ce que tu as dit, super pertinent, et c'est là que je voulais en venir, c'est que finalement, la guérison, elle est multidimensionnelle. Et, et elle opère sur beaucoup de plans, mais comme tu l'as dit, je pense que ce plan-là, il va venir intervenir après avoir épluché toutes les couches. Et là, finalement, ce plan, il arrive quand même après avoir épluché pas mal de couches. Mais c'est important de l'aborder. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super pertinent de l'aborder. Et il parlera aux personnes qui résonnent avec ça, et il parlera peut-être pas à d'autres, et il n'y a pas de souci. C'est ok, oui. Et en tout cas, j'ai trouvé ça super, super clair, la façon dont tu l'as résumé, donc merci pour ça. Je pense qu'on va doucement refermer tranquillement, parce que je trouve qu'on a... en vrai, on pourrait passer... je pense qu'on pourrait faire une émission, une série Netflix. Oui. Mais, parce qu'il y a tellement... Ça, en fait, ça fait émerger beaucoup de questionnements et puis beaucoup de choses. Donc ouais, c'est super intéressant. Donc merci déjà pour tout ce que tu as partagé. Mais je voulais te demander si pour toi, si tu voulais résumer ton parcours de guérison tel qu'il est aujourd'hui, hein, parce que c'est infini, avec une image, un mot, ou voilà, ou une phrase, quelque chose, pour résumer le tout. Alors, il y a un mot qui me vient, c'est le terme puissance. C'est pas une puissance écrasante, telle qu'on peut l'imaginer, qui vient écraser les autres pour s'élever. C'est vraiment la puissance qui jaillit de soi, en fait. C'est se reconnecter à sa propre puissance. Ou pouvoir, d'ailleurs. J'aurais pu utiliser le mot pouvoir ou puissance, je sais pas. Un peu comme dans les traditions chamaniques, on parle d'animal de pouvoir. Justement, qu'on serait connecté. Alors, la plupart des gens disent animal totem, hein, d'ailleurs, mais je crois que le mot le plus adapté, c'est animal de pouvoir, en tout cas de mes recherches. Et c'est vraiment un animal c'est pas plusieurs, c'est un animal, parce qu'après, c'est d'autres esprits, d'autres animaux plutôt secondaires, etc. Mais il y a comme un animal qui vient incarner notre puissance, notre pouvoir. Et donc il y a ce mot de puissance qui me vient, et qui finalement, à force d'être... ouais, je trouve que c'est vraiment ça qu'elle vient révéler, la maladie et le chemin de guérison. C'est aller retrouver, repuiser dans ses ressources son propre pouvoir. Et aller le faire... aller après le faire briller, le rayonner, en fait, plutôt. C'est ça le mot que je voulais dire. Le rayonner autour de ça pour inspirer les autres à faire de même. C'est partir d'une posture, justement, d'impuissance, de vulnérabilité, d'enfant meurtri, à la femme ou l'homme qu'on devient en pleine puissance. Et après, il y avait aussi autre chose l'image, en tout cas, qui m'est venue, c'est celle du serpent. Parce que le serpent, c'est un animal que j'adore. Alors, ce n'est pas mon animal de pouvoir, mais c'est un animal que j'adore. Et puis en plus du pays d'où vient mon père, c'est un animal qui est extrêmement vénéré. Et donc, j'en avais déjà porté un autour de mon cou quand j'avais 8 ans, un python. Et le serpent, c'est vraiment pour moi, le symbole de la guérison, mais aussi de l'éveil spirituel. Donc, on le retrouve vraiment à plein d'endroits. En fait, il y a le serpent, le double serpent, ou le serpent tout seul de la caducée. En fait, dépendant de la caducée qu'on a, je crois que la caducée des pharmaciens est différente de celle des médecins. Et qui, pour moi, est fortement liée aussi à
à la Kundalini, en fait, à l'énergie Kundalini, avec voilà une énergie féminine et masculine qui circulent des deux côtés. Au milieu, on a une énergie neutre et à l'intérieur, on a la Kundalini. Et aussi, ce serpent, en fait, finalement, donc ça m'évoque aussi, ça fait un peu le lien avec ce que je disais avant par rapport à ma toute première cérémonie avec la plante de l'ayahuasca. Parce que avant la cérémonie, le chaman nous avait dit, nous avait parlé de quelques visions qu'on pourrait éventuellement avoir, en nous donnant les significations qu'elles pourraient avoir et ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là. Par exemple, il avait donné, alors ça m'est jamais arrivé, je crois, mais il disait, par exemple, si vous voyez un tigre, je crois que c'était un tigre, peut-être je me trompe. Si vous voyez un tigre, je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça, vous pouvez l'enfiler comme un manteau. Ok. En fait, il nous donnait des exemples de visions et de ce qu'on pourrait faire dans nos visions, comme un peu dans un rêve lucide, de ce qu'on pourrait faire par rapport, ou qu'on se pourrait au moins essayer de faire. Donc voilà, si vous voyez un tigre, vous l'enfilez comme un manteau. Et puis si vous voyez un serpent, surtout laissez-vous dévorer par lui. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. Je vois un serpent, je me dis pas, tiens, vas-y, mange-moi. C'est pas le premier réflexe qu'on a. Voilà. Heureusement. Donc j'ai pas vu de serpent face à moi pendant ces cérémonies-là, mais par contre, je me suis vue à l'intérieur du ventre du serpent. Je me suis vue en position fétale, lové en fait, en sécurité, dans son ventre, dans ses profondeurs, au serpent. Et j'étais déjà à l'intérieur en fait, j'avais même pas eu à passer par le processus de me faire dévorer pour arriver à l'intérieur, j'étais déjà à l'intérieur. Donc je me suis dit, ok, ça a été vraiment un beau signe de guérison pour moi que c'est bon, j'y suis bien, et ça va bien se passer. Parce que finalement, l'image effrayante s'est transformée en une image enveloppante, réconfortante. Tout à fait. Et puis le fait qu'il nous avait aussi prévenu de ça avant, ça m'a comme rassurée que j'étais au bon endroit. Parce que ça aurait pu peut-être avoir une dimension effrayante de me dire oula, je suis dans un serpent, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est dit avant est super important parce que c'est ce qui va influencer effectivement ton expérience. Donc ouais, ça, c'est super intéressant ce qu'il a dit, je pense. Et ça, encore une fois, je trouve qu'il a mis en valeur notre pouvoir de création et de pensée. Tout à fait. Et tu vois, j'avais regardé un documentaire bien longtemps après sur l'ayahuasca et je sais plus si c'était un chaman ou une personne qui disait que ouais, que le symbole de se faire manger par un serpent, ça veut dire qu'on était en train de guérir. Donc voilà, ça venait comme Ah, c'est cool. ouais. C'est cool parce que j'en avais vu un aussi. Ah c'est oui. cool. Alors moi, il m'a pas dévoré, mais en fait, c'est le premier truc dès que j'ai pris la boisson. En fait, c'est la première vision que j'ai vue. C'est un serpent qui me regardait. On s'est zioté. Il y a eu un eye contact pendant longtemps. Il m'a observé de bas en haut jusqu'à ce qu'il décide de rentrer à l'intérieur. Donc finalement, c'est lui qui est rentré à l'intérieur et qui m'a incorporé. Et du coup, c'est très intéressant aussi comme image et c'était pas du tout effrayant, c'était super doux et c'était une énergie vraiment très enveloppante, maternante aussi. Alors que, bon, de base, un serpent qui rentre à l'intérieur de soi, c'est pas le truc le plus fun que tu ferais d'instinct. C'est sûr. Mais dans les terres, ça passe. C'est super intéressant que tu aies eu aussi une expérience avec le serpent. Ouais, et c'est vrai que, comme les auditeurs et les auditrices, ils le savent, j'ai aussi cette maladie. Et du coup, c'est pour ça aussi que je voulais t'interroger, parce que je pense que chaque personne va vivre son cheminement différemment, même si elle a atteint de la même maladie. Et du coup, c'était vraiment super pertinent de vraiment finir avec cette image du serpent, parce elle résume bien la guérison au sens global. Et, et ouais, c'est une très belle image en tout cas. Donc merci pour ça. Avec plaisir. Et je peux peut-être juste clôturer sur revenir sur cette image, sur aussi le fait que le serpent, il peut faire sa mue. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vraiment, il va se
se délester de sa peau pour en trouver de nouvelles. Donc il y a aussi ce processus de transformation, de transmutation, de refaire peau neuve. Voilà. Oui, il a un pouvoir de régénération qui est super impressionnant. Mmh. Et c'est ça aussi la guérison, c'est se régénérer. Donc là, on peut prendre l'image du serpent, du scorpion, enfin tous les animaux qui ont cette capacité de se transformer, de se régénérer, de plonger dans leur profondeur, puisque finalement le serpent il plonge aussi dans la terre. Et on peut prendre plein d'archétypes comme ça, mais je trouve que en tout cas là t'as bien résumé. Et moi, si je dois résumer tout ce que tu nous as partagé, c'est vraiment cette capacité de régénération et de plonger dans ces ténèbres pour pouvoir renaître et briller finalement et rayonner et incarner sa puissance, mais pas une puissance au sens égotique, mais une puissance au sens lumière, quoi, une puissance lumineuse qui illumine, qui illumine les autres et qui invite les autres à incarner aussi leur propre puissance. Et c'est ça, je pense, ton super pouvoir. Merci. Donc, je mettrai plus d'infos en dessous de l'épisode pour ceux qui veulent, notamment sur tes accompagnements, etc. Et s'il y a des questions, des ressources, je les mettrai aussi dans tous les cas. Je pense que c'est un épisode qui peut déboucher sur autre chose, donc sur pas mal de questionnements, etc. Donc voilà, je laisserai des ressources sous l'épisode et aussi les coordonnées du coup de Irina pour ceux qui veulent. Dessous, vous retrouverez l'intégralité de tout ça. Donc merci pour ton partage, ton authenticité et ta transparence dans tout ce que tu as partagé. Merci à toi pour l'invitation et pour m'avoir permis de révéler tout ça, de partager tout ça, d'avoir créé l'espace pour. C'était une belle co-création, donc merci. On clôture l'épisode comme ça, en tout cas pour cette fois, et je vous dis à bientôt.